BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Ça y est, c'est enfin la grande interview. Mon invité est arrivé. Philippe Dornano, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être finalement là. Merci d'être arrivé. Vous êtes donc président du directoire de Sisley. Sisley, c'est le seul groupe indépendant de la cosmétique très très haut de gamme. Enfin, un peu l'Hermès de la cosmétique. On peut dire ça comme ça. Et vous êtes coprésident du METI, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire, qui nous manque tant en France. Mais enfin, finalement, il n'y en a pas si mal que ça. Il y en a quand même un nombre substantiel, un petit peu. Ça a augmenté, on est passé de 4500 à 6400 ETI. Donc petit à petit, on y arrive. Voilà, mais justement, ça tombe bien. On fera tout à l'heure le bilan de Bruno Le Maire qui demain fait son pot de départ. J'ai reçu Patrick Martin, le président du MEDEF. Il y a aussi le président de l'UDP qui s'est prononcé. Le choix de Michel Barnier, est-ce que finalement, ça vous rassure plutôt ou est-ce que vous vous dites, en attendant de voir qui va être nommé à Bercy, qui va être nommé ministre de l'Industrie? Quelles sont les attentes des ETI que vous représentez? Déjà, on est heureux d'avoir un Premier ministre. Oui. Et qu'on en revienne à un fonctionnement institutionnel, parce que ça a créé une vraie inquiétude dans le monde économique. Ensuite, Michel Barnier est un homme politique qui connaît l'économie, qui a une grosse expérience dans cette période qui est un peu troublée. Ça rassure les entreprises d'avoir un interlocuteur, enfin en tout cas un chef du gouvernement qui connaisse les sujets économiques et qui ait une expérience. Mais en même temps, alors il s'est plus ou moins prononcé, en même temps on ne sait pas très bien lequel Michel Barnier on va avoir, parce que si on regarde le candidat 2021 aux primaires de LR pour l'élection présidentielle, c'était un libéral très pro-économie. Si on écoute ce qu'elle a dit lors de son interview aux 20h de TF1, plus grande justice fiscale, on a l'impression que là on avait le gaulliste social qu'il revendique aussi d'être. Donc il va falloir un peu qu'il choisisse de quel camp il va être. C'est vrai, et puis d'autre part, on est habitué, nous, à des présidents ou des premiers ministres 5e République. Or là, on va se retrouver dans un système qui est plus parlementaire, où il y a des coalitions, des consensus qui vont devoir se faire ou pas sur des sujets. Et nous, notre travail au METI, comme d'autres organisations, c'est d'essayer d'expliquer en quoi, pour l'économie, donc pour les Français, il faut agir de manière à développer l'activité en France, travailler en France et produire en France. Oui, vous, à la limite, vous ne dites pas il faut qu'il fasse ceci, cela. Vous dites il faut développer l'activité au maximum, parce que c'est comme ça qu'on pourra avoir plus de rentrées fiscales. C'est ça que vous lui demandez, c'est de nourrir la croissance en France. Oui, mais quoi, en injectant encore plus d'argent? C'est pas possible, vous le savez bien. En réalité, au contraire, on a ces 10 dernières années, et de plusieurs d'ailleurs, que ce soit sous François Hollande ou sous Emmanuel Macron, il y a eu une inflexion très notable dans la politique économique. Une inflexion, alors on appelle ça la politique de l'offre, moi j'appelle ça plutôt le réalignement compétitif. Un constat assez simple, assez de bon sens, qui était de dire on ne peut pas avoir des entreprises qui interviennent dans un environnement ouvert si elles ne sont pas raisonnablement alignées sur l'environnement européen. Et pendant 30 ans, on a fait le choix contraire. Et ce choix, il nous a coûté notre industrie, il nous a coûté notre activité, il a produit un chômage de masse qu'on pensait quasiment incompressible. Et depuis 10 ans, ça a été d'abord la baisse du coût du travail non qualifié sous François Hollande, ça a été ensuite les différentes mesures prises sous Emmanuel Macron. Il y a eu un début seulement de réalignement compétitif. Et ce début de réalignement compétitif, il a donné des résultats. D'abord, il a baissé le chômage, mais aussi il a créé des recettes fiscales. Et donc, c'est la seule politique qui permet au contraire de sortir de ce problème de la dette. C'est une politique de l'activité, une politique de l'emploi dans les territoires et une politique qui bénéficie à tous les Français. La seule chose, c'est qu'il connaît bien les territoires, vous-même aussi, parce que Sisley, vous êtes implanté près de Blois. Est-ce que quand même, j'imagine que vous allez pousser plus loin votre raisonnement en disant, puisqu'il l'avait promis en 2021, c'est la baisse des impôts de production de 10 milliards. Là, vous n'êtes même pas sûr d'avoir votre milliard de moins sur la CVAE. En réalité, il peut y avoir des promesses qui sont tenues ou qui ne sont pas tenues. Le vrai sujet, c'est est-ce que c'est surtout utile à notre pays? Et la question, c'est est-ce que ça produit un résultat? Est-ce que ça va donner plus de recettes fiscales? Et là, il y a 2 indicateurs simples qui d'ailleurs avaient été cités par Bruno Le Maire. Le premier, c'est que l'impôt sur les bénéfices, bien que le taux ait baissé, il a quasiment doublé.
Donc ça a rapporté plus. Les impôts de production, on les a baissés, comme vous dites, de 10 milliards, mais en réalité, ils rapportent toujours 80 milliards. L'activité génère de la recette fiscale, mais elle génère aussi de l'emploi. On a besoin d'aider moins de personnes qui sont en situation difficile. Donc en réalité, ça fait baisser aussi les dépenses sociales. C'est pour ça que le taux d'activité, ça donne de la dignité aussi à tous nos concitoyens qui travaillent plutôt que de se retrouver pas employés. Ça permet aussi d'aller petit à petit vers une économie des bons salaires, parce que l'industrie, c'est l'économie des bons salaires. Oui, on est d'accord, mais attendez, moi, il y a quelque chose qui me gêne, Philippe Dormano, dans votre démonstration, c'est que là, il a fait une bonne politique. Vous donnez un blanc-seing à la politique menée par Emmanuel Macron. Mais cela dit, regardez les dérapages des finances publiques. Donc, il y a quand même il y a eu un problème de rentrée fiscale. Alors, on a quand même. Alors, c'est sur l'immobilier, je vous l'accorde. Non, mais il y a eu un choc terrible qui a été le Oui. Covid. Tout le monde l'a eu. Les autres pays l'ont eu aussi. Nous partions d'une situation de déficit public qui était beaucoup plus importante. Ça s'est encore accentué lors de cette période. Ça crée un à-coup qui effectivement est plus difficile à digérer par une économie qui était déjà assez lourdement endettée. Là, vous redoutez quoi, là, en fait? Qu'est-ce que vous redoutez? Parce que vous dites tout va bien, il faut surtout continuer comme ce qu'on faisait avant. Qu'est-ce que vous redoutez? C'est un coup de barre à gauche? C'est pas une question. Je pense que le sujet n'est vraiment pas une question de gauche et de droite. D'ailleurs, le réalignement compétitif a été porté à la fois par des hommes de gauche et par des hommes de droite. C'est un sujet de bon sens. Et ce que nous redoutons, c'est que on reparte sur la politique passée, qui est une politique qui nous a apporté le chômage de masse, qui nous a apporté la désindustrialisation, qui nous a apporté la perte d'activité dans nos territoires. Et nous espérons. Et notre travail, c'est aussi de faire de la pédagogie et d'expliquer qu'on va au contraire tirer les leçons des premiers bons signaux. Je vous rappelle qu'il y a encore un écart de quasiment 120 milliards d'euros entre la fiscalité sur les entreprises en France et celle de l'environnement européen. C'est-à-dire que nous payons encore 120 milliards d'euros de plus dans une économie ouverte. Donc il faut poursuivre, à notre sens, cette stratégie. Et cette stratégie, elle ne va pas coûter à l'État, elle va rapporter à l'État. Elle va rapporter à l'État, c'est même, sans doute, la seule façon réellement réaliste de diminuer la dette publique. Oui, ça c'est un message fort, en tous les cas, vous avez envie de porter, Philippe Dormano. La question, c'est qu'on voit bien, et vous-même vous le dites, la situation économique est en train de se dégrader. On a vu hier ce que disait la note de l'INSEE, c'est-à-dire que autant les ménages, ils voyaient un peu le bout du tunnel, avec la baisse de l'inflation, autant les entreprises, il y avait beaucoup de... Cette instabilité politique pesait beaucoup sur l'instabilité d'investissement. Vous trouvez que la situation se dégrade? Oui, et pas seulement pour des raisons politiques. Il y a une situation géopolitique, il y a une situation il y a une situation économique actuelle qu'on voit assez clairement, et des signaux qui montrent une dégradation économique. Il y a, sur 12 mois glissants, 65 000 faillites en France. Il n'y a pas eu ça depuis 2009. Il y a des ETI qui ont fait faillite. Il y a des grosses ETI qui ont fait faillite, et donc c'est assez inquiétant. On voit que quand on interroge notre réseau, on voit des chiffres d'affaires moins bons, des résultats en baisse et une inquiétude qui est forte. On a pris un très très fort choc en plus, notamment les ETI industriels, de ce passage de 2 ans qui n'est pas tout à fait terminé, où on paye l'électricité entre 3 et 10 fois plus cher que ce qu'on payait auparavant. Pour une entreprise industrielle, c'est assez terrible. Ça va s'arrêter vers la fin de l'année quand les contrats se termineront, mais c'est toujours le cas. Donc on a des signaux forts, et cela veut dire qu'il est d'autant plus urgent de poursuivre une politique de réalignement compétitif, parce qu'on résistera d'autant moins à ce choc conjoncturel qu'on ne poursuivra pas ce réalignement par rapport à nos voisins européens. L'urgence est là, et c'est pour ça d'ailleurs que les chefs d'entreprise sont très inquiets de cette instabilité. Mais est-ce que vous continuez à investir, vous, par exemple, chez Sisley, si on prend votre cas? Parce qu'en plus, on voit bien qu'il y a eu, on va en dire un mot dans un instant, mais juste avant, il y a une petite question sur Bruno Le Maire. Le luxe souffre beaucoup, en tous les cas. Est-ce que vous continuez à investir? Vous avez votre deuxième usine. Est-ce que vous continuez les investissements, notamment en France? Alors, effectivement, il y a un ralentissement alors, nous, on est la cosmétique. La cosmétique, c'est un peu différent du luxe, puisqu'il y a différents... Oui, mais c'est dans le haut de gamme. Dans le haut de gamme, c'est les mêmes acheteurs. C'est dans le haut de gamme de la cosmétique. Oui, mais on voit que globalement, c'est une année qui est moins facile pour la cosmétique, qui est moins facile pour le luxe. On va revenir là-dessus. La preuve des entreprises familiales, j'étais venu sur votre plateau pour le plaider, c'est qu'elles se projettent dans le long terme. C'est vrai aussi que les chefs d'entreprise sont réalistes, mais aussi ont un petit fond d'optimisme. Moi, pour vous répondre à votre question, je poursuis mes investissements, je construis ma deuxième usine, mais j'avoue que la situation est beaucoup plus inquiétante. Disons qu'on le fait avec beaucoup plus de stress et d'inquiétude, parce qu'on voit effectivement, d'une part, une instabilité, un manque de clarté politique, et d'autre part, une conjoncture mondiale qui se tend. Moi, j'ai connu le monde qui s'ouvrait
Cette mondialisation qui est critiquée par certains, elle a quand même à la fois permis aux consommateurs français d'avoir des prix beaucoup plus bas et beaucoup plus de pouvoir d'achat, et à la fois aux entreprises exportatrices de vendre dans le monde entier. Aujourd'hui, ce monde qui s'ouvrait se referme. Il commence un peu à se refermer. C'est une inquiétude. C'est pas encore totalement net, mais il commence à y avoir un certain nombre de signaux. Il faut espérer là aussi qu'on continue ces échanges, parce que ces échanges ont enrichi le monde. Oui, on va continuer là-dessus quand même, parce que ça fait le lien, puis on fera le bilan de Bruno Le Maire tout à l'heure. Non, Philippe Darnaud, pourquoi? Parce que votre premier marché, c'est la Chine. Or, la Chine, c'est ce qui entraîne cette question de savoir si c'est la fin de l'âge d'or du luxe, parce que les Chinois, ils achètent moins, parce qu'eux-mêmes, ils sont un peu en récession. Alors, enfin, récession, bien sûr que non, mais ils sont à 5% de croissance, là où ils étaient avant à 7 ou 8%. Oui, vous faites bien de le dire. En réalité, le marché chinois, il a été en très très forte croissance. Donc les entreprises de notre secteur, elles étaient habituées à donc il y a eu beaucoup d'argent, de cet effet donc tout le monde a acheté des sacs Hermès. Aujourd'hui, le marché chinois n'est pas en train de s'effondrer. Le marché chinois, il a ralenti, il peut être légèrement en baisse. Il reste un marché très important d'un pays qui est un pays en plein développement. Et donc, moi, je ne sais pas s'il faut commencer tout de suite à dire que c'est la fin de l'âge d'or du luxe. Je crois je mets un point d'interrogation. En tout cas, pour la cosmétique que je connais, il y a un champ de développement à moyen terme qui reste important pour la cosmétique. Ce sont des produits de différents prix d'ailleurs, qui passionnent et qui intéressent les gens dans le monde entier. Vous pouvez parfois avoir des à-coups. De nouveau, le propre de nos entreprises, c'est de se projeter dans le temps et de voir aussi les perspectives à moyen et long terme. Je pense que notre secteur cosmétique a encore beaucoup de possibilités de développement. Donc pour vous, il ne faut pas redouter, parce que regardez, vous n'êtes pas coté entreprise familiale. On dirait, on se demande toujours quand est-ce que Sisley va se coter. Ça, vous allez valoir très très cher, c'est peut-être pour ça que vous ne voulez pas vous faire coter. Mais en tous les cas, quand on regarde les autres groupes familiaux qui, eux, sont cotés type LVMH, là, la chute, elle est terrible. Hein. Ou même Burberry, enfin c'est fou. Hermès, non, c'est celle qui se maintiennent à peu près. Le grand avantage des entreprises familiales et le grand avantage des entreprises non cotées, c'est qu'elles peuvent se projeter plus facilement dans le long terme. Ce qui ne veut pas forcément dire d'ailleurs que des entreprises cotées ne sont pas capables de le faire aussi. Mais elles sont plus visibles, on va voir les à-coups. Moi, je pense que toute une série d'entreprises de notre secteur continuent à se projeter dans le développement. On a beaucoup de zones du monde qui marchent bien. Les Amériques marchent très bien, l'Europe continue à se développer. On a des vrais potentiels. Par contre, ce qui m'inquiéterait plus, c'est plutôt de la compétitivité de notre secteur cosmétique qui est leader mondial, car cette compétitivité, être leader mondial, c'est jamais un acquis. C'est quelque chose qui peut être remis en cause. Et il y a beaucoup d'autres zones du monde qui développent des marques. Et c'est plutôt là que je vois le risque de concurrence et le risque de problème pour nos entreprises. C'est de ne pas pouvoir opérer dans un environnement où nous pourrons, et nous en avons tous les atouts, faire compétition avec nos grands concurrents mondiaux. Vous avez lancé notamment aux États-Unis une nouvelle marque, Neurae. C'est un lancement réussi. Vous étiez venu nous en parler. C'était évidemment avant l'été. C'était en avril. Neurae, c'est un bébé. C'est une toute nouvelle marque. C'est comment notre cerveau finalement ça joue. C'est le lien entre la peau et le cerveau. On en a tous l'intuition quand on est stressé. Ça a un impact sur notre peau. Mais aujourd'hui, on peut l'établir à travers toute une série d'outils qui permettent de mesurer ce lien entre la peau et le cerveau. Et ça marche. Et chaque non, je ne parle pas de Neurae si ça marche. Je parle si votre lancement marche. Chaque mois, on fait 20% de plus que le mois précédent. Oui. On est dans 4 pays. On est aux États-Unis, en France, en Italie et en Angleterre. Je reviens de l'Angleterre où j'étais pour l'ouverture justement pour la marque du magasin Liberty, qui est un très beau magasin pour ceux qui connaissent Londres. C'est une aventure, comme l'a été Sisley, de construire une nouvelle marque. Et c'est un concept, des produits qui sont vraiment intéressants et prometteurs en termes de recherche cosmétique. Donc nous, on est très enthousiastes. C'est un peu notre nature aussi d'être innovant. Philippe Darnaud, demain, ce sont les adieux de Bruno Le Maire. Il va les faire devant un parterre prestigieux avec des journalistes, etc. Dans la cour de Bercy, il y a beaucoup de monde. Pour vous, en tant qu'industriel, est-ce que son bilan, est-ce que le bilan de Bruno Le Maire est positif? Écoutez, sur la partie compétitivité des entreprises et réalignement compétitif, nous avons trouvé en Bruno Le Maire chaque fois un allié précieux qui a poussé, et dans le président de la République, des alliés précieux qui ont poussé les sujets de réalignement compétitif. Il nous semble que ces sujets
ça change la vie des Français. C'est pas juste des entreprises, c'est pas juste de nos entreprises. Ça change la vie des Français, ça change la vie des territoires. Et donc en cela, je pense que si cette inflexion politique, cette inflexion économique plutôt, elle est extrêmement importante. Et ça, c'est apporté vraiment fortement au crédit de Bruno Le Maire et d'Emmanuel Macron, comme d'ailleurs de François Hollande qui avait commencé cette La réindustrialisation, le pari est gagné là aussi. La réindustrialisation, le pari est loin d'être gagné. Oui. On est encore loin on a inversé la tendance. Maintenant, ce qu'il faut, c'est réaligner la France vraiment. Et si on la réaligne, et ça je voudrais vraiment le dire fortement, on a un pays formidable. On est vraiment capable d'être une des économies les plus puissantes en Europe. Et c'est pas une économie puissante, c'est quelque chose qui bénéficie à tous les Français. Merci beaucoup de ce message d'optimisme. Philippe Dornano, donc le président du directoire de Sisley et donc coprésident du METI qui veut toujours ce réalignement compétitif et positif. Merci beaucoup.